Hello mes amis et bienvenue sur les Fous d'Astro, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la dernière partie de Frida Kahlo avec son accident de bus, voir s'il était possible de voir des transits ou dans les progressions ou en tout cas dans des systèmes de prédiction s'il y avait des risques à ce moment-là. Donc c'est ce qu'on va voir et je suis déjà dessus parce qu'en fait j'ai déjà enregistré cette vidéo sauf qu'en la réécoutant, il n'y avait pas de son. Voilà. Donc en plus c'était bien parti, donc c'est un peu dommage. J'ai dit des choses sympas, enfin en tout cas après coup je me suis dit c'est pas mal ça. Donc est-ce que ce sera la même ici? J'en sais rien, c'est un peu rageant. Avant de démarrer, donc je vous fais un petit rappel. Vous pouvez trouver mes prestations sur lesfoudastro.fr. Ça vous renvoie sur le site bycecilcl.com parce que c'est là-bas que je centralise tout. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. J'en envoie peu, mais quand j'en envoie, c'est pour annoncer généralement des choses. Notamment que je vais créer des petits ateliers en petits comités pour apprendre l'astrologie, avoir vraiment une initiation en astrologie et pouvoir étudier nos thèmes aussi en profondeur. Donc j'ai pas encore décidé exactement quand, comment, mais si vous voulez être tenu informé, eh bien inscrivez-vous à la newsletter que vous pouvez trouver sur lesfoudastro.fr. Et puis maintenant, c'est parti pour regarder le thème de Frida Kahlo. Donc si vous voulez connaître le thème plus en détail, j'ai fait une première vidéo qui parle de ça. Et là, on va regarder cet accident de bus. Et donc, je vais repartir en démarrant avec les progressions, les directions secondaires, pour voir s'il y avait déjà des aspects intéressants à relever. Je vous l'ai déjà expliqué sur la deuxième vidéo avec la polio, mais vous savez, vous faites avancer les planètes d'1 degré par an, et quand elles rencontrent d'autres planètes, eh bien, on peut se dire qu'il peut y avoir éventuellement un événement. Bien sûr, ce n'est pas uniquement un contact au niveau des progressions qui va forcément que ça va forcément déclencher quelque chose. Il faudra regarder aussi avec la révolution solaire, avec les transits, avec d'autres systèmes de prédiction pour en savoir un petit peu plus, pour dater également. Donc voilà. Et donc, on va regarder avec Frida Kahlo et le jour de son accident qui était donc le 17 septembre 1925. Et alors, je vous montrais au départ, bien sûr en astrologie, tout est cyclique. Donc déjà, sans regarder forcément les prédictions, les progressions, tout ce qu'on veut, on se dit, on a un petit Pluton qui est juste là. Donc il est ici, mais forcément, il va avancer au fur et à mesure. Et au bout d'un moment, ce Pluton, eh bien, il va rencontrer le Soleil. Et ce Soleil, Neptune, qui est en opposition quasi exacte avec cette fameuse conjonction dangereuse qui peut être qui peut être comparée à une énergie martienne soudaine, donc à un accident, ce qui est le cas ici. Donc quand Pluton arrivera au Soleil, alors au Soleil ou à Neptune, ou en tout cas ici, par ici, il peut déclencher cette énergie ici qui va toucher le Soleil et donc le maître d'ascendant. Voilà. Donc déjà, quand on regarde le thème de base, on se dit Pluton qui arrive par là, ça ici, hop, le Soleil, oh, le maître d'ascendant, oula, oh, ça, faudra faire attention. Voilà. Ok. Surtout que, comme on l'a déjà évoqué, en Capricorne, Saturne en 8, en Poisson, beaucoup de Poissons aussi, on l'a évoqué, les maladies, les maladies chroniques, etc., des problèmes de santé éventuellement. Voilà, donc ici on est sur les progressions ou encore les directions symboliques. On va les mettre ensemble et qu'est-ce qu'on voit? Donc on a fait avancer Pluton ici d'1 degré par an et Pluton arrive à ce moment-là vers Neptune qui est conjoint au Soleil. Donc ça va commencer à activer ces énergies-là. Bien sûr, ce Pluton, il est en opposition il arrive en tout cas en opposition, alors déjà il l'est avec Uranus, mais après il faut toujours les prendre ensemble aussi, puisqu'elles sont conjointes, donc elles fonctionnent de toute façon ensemble. Donc ici on peut se dire, ok, il peut se passer quelque chose, bon comme ça seul, encore une fois il faut qu'il y ait des choses qui confirment. Et autre point que j'ai trouvé intéressant à regarder, c'était Mercure. Mercure qui se trouve en maison 12, donc on sait déjà qu'au natal, Mercure peut apporter certaines difficultés
en lien avec les thématiques de Mercure. Les thématiques de Mercure, ça peut être les déplacements, la mobilité, ça peut nous parler de véhicules, bon, et c'est le cas ici. Dans le Lion, donc qui va toucher son soleil, son maître d'ascendant également, et ici il est sur l'ascendant. Voilà. Donc, va y avoir quelque chose ici en lien avec Mercure, et bien sûr, il faut reprendre son placement dans le thème et ce qu'il veut dire dans le thème. Alors, ce que je vous disais, avant de me rendre compte qu'il n'y avait pas de son, c'est qu'ici, on voit beaucoup de trigones et des quinconces également, et surtout une opposition, hein, c'est celle-ci qu'on va regarder le plus. D'ailleurs, on a aussi, on peut regarder le carré, hein, ici, qu'on a pile OMC, et effectivement, au niveau de sa destinée, ça va un peu tout changer. Mais ce que je disais surtout, c'est que on se fie souvent aux trigones, comme quoi les trigones et les sextiles, c'est bon. Mais en fait, c'est bon pour les astres. C'est-à-dire qu'ils vont être dans des énergies, dans des éléments qui vont bien s'entendre ou des éléments similaires pour les trigones. Donc, l'énergie sera beaucoup plus fluide, mais c'est pas parce qu'on trouve que des trigones dans une révolution solaire ou voilà, dans des transits que ça va forcément apporter du bon. Parce que nous, on le voit toujours avec notre lunette à nous, mais imaginons qu'on ait par exemple des transits qui soient compliqués pour la sphère professionnelle et qui est par exemple une destruction de la sphère professionnelle. Donc je le dis comme ça, mais voilà, qui est voilà, des aspects tendus en lien avec notre carrière. Si effectivement on est super bien dans notre job, qu'on est en pleine ascension, en pleine réalisation, des projets qui marchent du tonnerre et qu'on trouve quelque chose de tendu, donc là on pourra se dire mince, il va peut-être y avoir un couac quelque part et on peut rencontrer des difficultés. Mais en même temps, si dans notre vie on est justement dans un job qui ne nous fait pas évoluer ou qui ne nous fait pas plaisir, qu'on n'aime pas, qu'on n'arrive pas à quitter, qu'on n'a pas le courage de quitter et qu'on se retrouve avec des carrés. C'est ça que je veux dire ? Oui, c'est ça que je veux dire. Donc là, finalement, ces aspects de tension, ils seront bons pour nous. Et en fait, c'est pareil pour les trigones. On peut avoir des trigones, mais qui ne seront pas forcément de bon augure pour nous. Ok, donc Mercure, donc voilà, on sait qu'il y a l'ascendant, le corps du natif, la native qui peut être touché par l'énergie mercurienne, donc ça peut être le mouvement, et puis ici peut y avoir des luttes de pouvoir. Alors lutte de pouvoir, peut y avoir quelque chose, une énergie soudaine qui arrive et qui se confronte à quelque chose de beaucoup plus fort et qui est quand même en lien avec la destruction et éventuellement la mort. Bon, elle n'est pas morte, heureusement. Alors, ensuite on va regarder au niveau des transits. Donc là je m'arrête ici sur les progressions parce que c'est ce qu'il y a pour moi de plus significatif. Voilà. Et on va regarder les transits. Les transits, le 17-09-2000. Non, je voulais d'abord regarder la révolution solaire. Je vais regarder la révolution solaire. Hop. Et donc, on va prendre 1925. Voilà. J'ai trouvé assez surprenante donc cette révolution solaire. Parce qu'il y a plusieurs choses qui me sautent aux yeux. Alors déjà, je regardais la Lune. La Lune, c'est quelque chose qui va venir à elle, puisque c'est dans l'ascendant. Et ici, on voit que la Lune, elle est maître de 8. Donc c'est comme si elle apportait avec elle, qu'est-ce qui venait à elle ? C'est les thématiques de la maison 8. Maison 8, pour rappel, maison du Scorpion, la transformation, la destruction, la renaissance, les crises, les bouleversements, ok ? Ce qui est aussi assez troublant, bon déjà on peut voir aussi ce soleil qui est conjoint au degré exact avec Pluton, qui est d'ailleurs en opposition avec la Lune. Ouais, il y a quand même beaucoup d'éléments là qui font que la Lune, elle est touchée par Pluton. Donc la Lune qu'on associe quand même à la santé. Pluton, force de destruction, collé aussi à son Soleil. Donc quand même, Soleil-Lune, c'est notre conscient, notre inconscient, c'est tout ce qui... Enfin, c'est les deux luminaires, donc c'est vraiment ce qui nous touche de très près. Donc on peut se dire que Pluton
pointent les deux. Donc qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va être détruit chez nous? C'est en Capricorne où se trouve ce Saturne qui se trouve en Scorpion, lui-même en opposition, en carré, pardon, avec quand même 3 planètes personnelles en maison 8, maison de la destruction aussi, ça fait quand même beaucoup. Et on a Neptune qui est conjoint aussi à l'ascendant. Donc, pour en revenir à ça, moi, ce qui me surprend aussi ici... Alors, il y a plein de choses. Il y a cet Uranus aussi qui est en fond du ciel, qu'on avait vu au niveau de sa polio, où, pareil, on avait un Uranus au fond du ciel, également. Alors ici, je sais pas avec quoi il est en lien. Carré, de toute façon, il était carré à l'ascendant, et forcément en opposé au MC, puisque lui-même se trouve en fond du ciel. Donc intéressant de voir aussi qu'il peut y avoir un chamboulement au niveau des racines, et en plus de ça, si on les superpose, on a carrément un Uranus. Voilà, il y a quelque chose de soudain qui vient toucher ce Saturne qui peut nous apporter des épreuves, dans cette fameuse maison des crises, dans cette maison associée au Scorpion. Ici, moi, ce que je trouve intéressant, c'est ce nœud nord qui est en maison 8, donc pareil, on a quand même l'axe des nœuds lunaires, donc qui nous montre quand même une certaine direction en maison 8. Donc, est-ce qu'on va vers un certain lâcher-prise avec le Scorpion? Est-ce qu'on va venir travailler plus en profondeur sur nous? On va se mettre dans des domaines de l'occulte, de la psychologie, de l'inconscient, ou effectivement, est-ce que on va... voilà, notre année, elle tend vers... des choses plus compliquées qui vont nous transformer. Et puis là, j'ai envie de dire, on a carrément Mars qui est conjoint. Alors pas au degré près, mais presque, parce que là, on est à 5,47 et là, à 6,03. Moi, en regardant rien que son thème, on a l'impression que cette femme était vraiment destinée à vivre autant de souffrances et d'accidents pour pouvoir accéder à l'expression de soi, sa créativité. Elle est ascendant Lion d'ailleurs, donc c'est un peu le chemin de son âme. Et puis cette fameuse conjonction se trouve aussi dans la maison 5, mais vraiment de pouvoir, je parle pas de tout bien sûr, Soleil-Neptune qui nous parle aussi d'une grande inspiration artistique, etc. La Lune, elle est censée aussi briller en milieu de ciel, elle est exaltée. Mais s'il n'y avait pas eu ces accidents, s'il n'y avait pas eu ces problèmes de santé, qu'elle aurait pu de toute façon pas vraiment éviter quand on voit le thème, on se dit, toi tu vas être destiné à vivre une souffrance que tu vas sublimer à travers tes œuvres, à travers tes autoportraits. Et d'ailleurs, on a aussi ce côté vraiment très focus sur soi. Et voilà, et donc ici, on a ce nœud nord en maison 8, conjoint à Mars. Déjà, rien que Mars, sans parler du nœud nord en maison 8, ça peut nous parler de destruction au niveau du soi. On est en Lion, donc voilà. Et puis là, on a en plus le Saturne. Alors, s'il y a bien des configurations qui sont quand même compliquées en astrologie, c'est des Mars-Pluton ou encore des Saturne-Mars. Parce que Mars, c'est l'action et Saturne, alors dans les bons côtés, c'est sûr que c'est la structure, c'est le fait d'apporter un certain cadre, mais c'est aussi le frein, les épreuves, les limitations, donc tout ce qui est... là j'ai une image avec Mars qui est tout fougueux, qui initie, qui est rapide, qui a envie d'aller de l'avant, et on a un mur, et le mur, c'est Saturne. Donc effectivement, Mars, quand il se confronte à un mur, il va peut-être faire preuve de plus de patience, de persévérance, il va un peu ralentir et puis se dire, prendre un petit peu la sagesse de Saturne et puis essayer de faire les choses de manière plus responsable, c'est les énergies de Saturne, mais en même temps, ça peut apporter aussi beaucoup de frustration, mais ici, on est dans le cadre d'un accident, c'est tout à fait ça, c'est le fait de se prendre un mur, et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé avec ce bus, c'est quelque chose déjà de très violent, mais qui a été soudainement arrêté, une action arrêtée. Après, dans sa vie, c'est la même chose, cet accident l'a forcé à se mettre à l'arrêt. Donc là, on pourrait voir l'accident, mais tout simplement, ce qui s'est passé dans sa vie, c'est qu'il y a une destruction qui l'a poussé à se mettre
à l'arrêt. Et puis bien sûr, il faut toujours regarder, encore une fois, le Saturne, comment il est disposé au natal. Et puis là, si je reprends le traditionnel, en plus, le maître de l'année est encore Saturne. On l'a vu aussi pour la polio que c'était Saturne. Et l'autre astre à prendre en compte, c'est Vénus. C'est Vénus qui elle-même est en maison 8, en Lion, carré Saturne et carré Chiron. La blessure qui se trouve ici en 5. Donc c'est intéressant aussi à relever. Alors vous voyez, pour revenir au trigone, bah là c'est bien, on a un beau trigone de Saturne avec le Soleil. Donc c'est plutôt de bon augure, vu que c'est un aspect facilitant. Mais effectivement, on peut se dire que son Soleil, il va être transformé. Bon déjà, il va être détruit. Alors on peut voir aussi ici... donc son identité, certes, mais aussi le corps. Par exemple, en astrologie uranienne, le soleil, c'est vraiment le corps. Par contre, Pluton n'est pas forcément synonyme de destruction. C'est surtout l'évolution, la progression, la transformation. On change, on évolue, on se transforme. Donc, oui, ici, Saturne, Trigone, Soleil, Pluton, on a une transformation du corps, de l'identité, et avec ses épreuves et ses freins, ça va lui amener beaucoup plus de maturité, de sagesse quand on traverse de toute façon des choses comme ça et qu'on doit faire preuve de courage, de résilience, qu'on n'a pas le choix que de faire avec, parce qu'on se retrouve dans des situations assez extrêmes et qu'on est obligé, on est bien obligé de continuer à vivre, à moins de se suicider. Hein. C'est vrai que ça nous fait énormément grandir, ça nous apporte beaucoup de maturité, ça nous fait devenir beaucoup plus vite adultes, beaucoup plus responsables, vite. Et c'est ici ce qu'on pourrait se dire avec ce trigone Saturne, Soleil, Pluton. Voilà, malheureusement, c'est par des événements qui vont être un peu soudains et compliqués. Et on voit bien qu'au niveau de la maison... d'ailleurs, Uranus, il est en maison 3, je ne l'ai même pas dit, il est plutôt du côté maison 3. Maison 3, c'est aussi les déplacements, hein, c'est la maison initialement de Mercure. Et on retrouve Neptune qui se trouve à l'ascendant, hein, qui est maître des racines, en tout cas là où se trouve Uranus. Donc si je superpose, qu'est-ce qu'on a ? Ouais. Quand même. Du coup, j'avais regardé il y a quelques temps cette carte, mais je la redécouvre ici avec vous. Alors, comme je vous ai dit, on a Neptune à l'ascendant. Donc qu'est-ce que pourrait apporter Neptune à l'ascendant ? Du flou, je pense à ça, du flou, je sais pas pourquoi je pense à l'évaporation, le fait d'être, ça me fait penser aux médicaments, au fait d'être dans d'autres sphères en fait, hein, dans des mondes parallèles, mais en même temps, alors si elle a été opérée plusieurs fois vu ce qu'elle a subi, je me demande si elle n'a pas été dans le coma. Non, elle n'a pas été dans le coma, je sais plus. Mais ça pourrait représenter ça, Neptune, hein, complètement. Être ailleurs, être drogué, être sous anesthésie, voilà, moi ça me fait penser à ça dans ce contexte. Et puis sans oublier qu'à la base, Neptune est aussi maître de 8. Hein. On a Saturne, donc, que l'on trouvait en Scorpion dans sa maison 3. Maison 3, maison de Mercure, des petits déplacements. Des transports, donc arrêt, hein, comme je repars sur Saturne, mais épreuve, limitation, ralentissement, ou une énergie qui effectivement est plutôt mise sur arrêt ici. En plus, ouais, ça fait totalement sens, puisque ici on a Saturne en maison 3, et on retrouve le carré à Mars, comme je vous ai dit, arrêt brutal d'une action, qui lui-même est pile sur Mercure. C'est pas dingue ça ? C'est quand même assez fou. C'est assez fou, on se dit, non mais... ils ont prévu un accident pour elle à ce moment-là, qu'elle allait se retrouver dans le coltard. On a ce Pluton ici. Bon, après on pourrait parler aussi de la lune noire qui est quasiment collée à son nœud lunaire. Et puis bien sûr, on a sa lune qui se trouve... oui, puisque de toute façon, on avait trouvé aussi l'opposition de Pluton à sa lune, qui est pile sur Uranus. Pile sur Uranus, donc la soudaineté, une énergie brutale, surtout quand c'est conjoint à Mars. Et ce même Uranus est ici sur Saturne. Donc une énergie
soudaine. En fait, c'est un peu difficile à chaque fois parce qu'on voit les liens se faire, on se dit, ah ouais, ok. Après, pour le verbaliser, c'est un peu plus compliqué. Alors, j'espère que je suis assez claire sans vous donner toutes les significations de chaque chose. En fait, ça fait un lien quand on met tout en analogie. Et là, c'est quand même assez dingue tous les points qu'il y avait. Donc effectivement, quand on regarde l'Uranus de transit, enfin de révolution solaire, et l'Uranus de base, après, faut que tout s'imbrique en fait. Donc effectivement, lui, il va nous rappeler cet Uranus, celui du thème natal, hein, qui est conjoint à Mars, qui fait une opposition à son Soleil. Donc ici, il se retrouve quand même pile en plus sur Saturne, qui lui-même est le maître de cette conjonction. La Lune qui arrive pile sur cette conjonction avec cette opposition à Pluton. Bon, il y avait vraiment énormément de choses pour nous montrer que l'année allait être tendue. Et quand même, parce que parfois on voit pas tout dans les révolutions solaires, on n'imagine pas aussi grave, ou voilà, parfois c'est pas si évident, comme je vous le disais, il y a vraiment des révolutions solaires où les choses sont évidentes. Voilà, moi j'ai eu 3-4 révolutions solaires dans ma vie où je me dis mais c'était vraiment marqué noir sur blanc, d'autres franchement, j'ai beau chercher, c'est pas des trucs de dingue, mais là on se dit quand même quoi. Bon, je suis sûre qu'on pourrait voir encore beaucoup d'autres choses. Mais je vais m'arrêter là et je vais passer au transit. C'est ici. Non, pas 2000. 1925. Et ici, le jour J. Je commence à avoir très froid chez moi, là. Alors, le jour J. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, on retrouve bien entendu cette opposition de Pluton sur son soleil. Alors, c'est ce que je vous avais dit au niveau de la polio. Moi, ce qui m'avait un peu retenu mon attention pour les deux, voilà, que ce soit la polio qui a quand même été un événement important pour elle, puisque ça a changé aussi sa destinée, et bon, elle a quand même été aussi alitée, elle pouvait plus marcher, elle avait des problèmes de pieds, de jambes, de mobilité, etc. Et puis ça lui a valu le nom de la boiteuse, enfin voilà, ça a changé quand même beaucoup de choses en elle, parce qu'elle a été quand même beaucoup moquée et tout ça. Et on trouvait donc ce Jupiter sur la conjonction qui passait et repassait. Alors là, j'ai pas regardé pour... là, non. Il est rétro par ici. Donc ici, pareil, ce jour-là, on a un passage de Jupiter qui a tendance à amplifier tout ce qu'il touche. Sans oublier que celui-ci est conjoint au natal au Soleil et est maître de 8. Ok. Ici, on n'y est pas encore avec Uranus. Par contre, Uranus, il est pile en carré avec Pluton à ce moment-là. Ouais, il est quand même... Et puis en plus, c'est quand même un transit qui dure longtemps entre... Enfin, pas Pluton, parce que lui, c'est le thème natal, donc c'est figé. Je regarde parce que je trouve toujours intéressant quand ça passe plusieurs fois sur un point. Et effectivement, ça passait plusieurs fois, parce que généralement, ça accumule de la tension. Alors, attendez, je sais plus où je suis. 1925, voilà. Ça accumule une certaine tension. Et puis au troisième passage, ça libère un peu l'énergie. Ici, oui, c'est avec Pluton que je regarde, parce que je me dis, mais il n'est pas sur... qu'est-ce que j'ai fait ? Il n'est pas sur Saturne. Mais non, je regarde avec Pluton. Donc là, il est vraiment au degré près avec ce fameux Pluton, ici. Uranus, qui joue quand même un rôle clé aussi pendant cette année, puisqu'on l'a retrouvé pile sur le FC, comme pour la polio. Bon, et puis bien sûr, autre chose, le jour J qui peut nous sauter aux yeux, eh bien c'est ce Mars, ici, qui est... Ah mais oui, mais j'avais même pas vu. Je sais bien, je découvre en même temps. Effectivement, non mais regardez-moi ce Mars, quoi. Ce Mars, il est à 23 degrés. Uranus, il est à 23 degrés. Non mais ça veut dire que dans le ciel... oui. Voilà. Donc en plus de ça, dans le ciel... on a une réplique de sa conjonction natale. Non mais c'est ouf, tout était destiné à ce que... Je vais dire, à ce qu'elle se prenne un mur, mais l'expression n'est pas très heureuse. Mais je trouve ça dingue. On est à 23 ici, on est à 23 ici. Donc, voilà, si on regarde les résonances, les répétitions, on a... Alors, les résonances, on a le Soleil
on a le soleil Mars. Alors bien sûr, on a aussi le soleil Uranus. Là, c'est carrément une répétition. Bon, après, c'est le soleil. Mais bon, c'est vrai que le soleil, j'ai tendance à pas trop le prendre dans les transits, mais en fait, c'est super important. MC, beaucoup, beaucoup de répétitions, et notamment, bah regardez, non mais celle-là, elle est incroyable. Elle est incroyable. Ok, bon, bah voilà. Donc, on avait ce Mars-Uranus dans le ciel qui se répète dans son thème à elle, ici. Voilà. Et au moment, alors je sais pas à quelle heure c'était l'accident, ça serait intéressant de... Bah, je crois qu'elle rentrait des cours, quelque chose comme ça. Donc ça devait peut-être être par là. En gros, on a ce Mars. Allez, vas-y, détruis-nous. Je vous parlais du soleil, des luminaires, quand même, c'est ce qui est le plus important. Bon, là, c'est les luminaires de transit. Hein. C'est pas... on n'est pas sur son thème natal. Mais bon, je trouve ça assez intéressant de voir que la Lune et le Soleil entouraient ce fameux Mars, qui lui-même est en carré à Pluton, lui-même en carré à Uranus, et lui-même en carré à Uranus, c'est ça, qui lui-même est en opposition ici avec Mars. Je me suis un peu embrouillée parce que je réfléchis en même temps à d'autres trucs. Je voulais voir autre chose. Oui, voilà. Et en plus, au natal, on a bien un Saturne Pluton. Donc, ce qui active de toute façon ce fameux placement de Saturne en maison 8. Waouh, c'est dingue, hein. C'est dingue. C'est ding dang dong. Et ce Jupiter qui vient vraiment amplifier tout ça, quoi. Parce que c'était pas un petit accident, hein, c'est quand même quelque chose qu'elle a traîné toute sa vie, en fait. Tout simplement. Voilà, et puis on retrouve quand même ce Saturne de transit en maison 3, hein, ne l'oublions pas. Voilà, alors vous voyez, lui fait des beaux trigones. Et puis je suis dans les transits là, ouais. Et puis ce Pluton en maison, pas en maison, mais qui traverse son Soleil, Neptune, en lien avec cette conjonction. Il y a trop de répétitions. Il y a trop de répétitions ici entre, déjà les transits, juste en regardant les transits, la révolution solaire, où là on a vraiment des points qui sont quand même tendus, et puis les progressions, où on voyait qu'à un moment, forcément, Pluton... Bon, il n'y a pas besoin de progression... vu que c'est une planète vraiment très lente, finalement, la course a été un peu la même de Pluton avec les progressions, mais ce qu'on avait vu d'intéressant en progression quand même, c'est que Mercure se situait pile sur l'ascendant, donc il y avait quand même quelque chose avec l'énergie de Mercure. Donc je pense quand même qu'un astrologue aurait regardé sa révolution solaire, les énergies pour l'année, là il aurait peut-être pu la mettre en garde, mais honnêtement je suis en train de vous dire ça, et moi je pense que quand il y a autant de choses qui vont dans un même sens, c'est que quelque part, on ne peut pas vraiment y échapper, surtout quand c'est tendu comme ça, enfin avec des planètes aussi fortes, avec des énergies aussi brutales en fait, hein, aussi vives. Voilà mes amis, je vais m'arrêter là, je crois que c'est tout ce que je voulais regarder hein, au niveau de son accident. Je suis sûre qu'il y aurait eu encore plein d'autres points à dire, mais je pense que déjà celle-là c'était pas mal. Et vous avez vu, je sais pas si j'en ai parlé, mais maître du jour et maître de l'heure, quand elle est née, donc au moment où elle est née, on a Mars-Saturne, et c'est exactement cette énergie bloquée. Donc elle était quand même sous ces influences-là. C'est bien de regarder maître du jour et maître de l'heure dans votre thème natal, parce que ça nous donne des indications un petit peu sur la destinée ou sur les énergies du thème. Et puis en même temps, il est vrai que même au niveau de sa personnalité, un Mars-Saturne, ça lui correspond aussi tout à fait. Et bien sûr sa destinée aussi, hein. Les épreuves, l'accident, tout ça, ça résonne. Voilà mes amis, eh bien je m'arrête ici. J'espère que cette vidéo vous a renseigné sur certaines choses, ou pas, je ne sais pas. Dans tous les cas, si vous l'avez aimé, mettez un petit pouce, ça m'aidera. Et puis, abonnez-vous si vous voulez voir les prochaines vidéos. Prochaine vidéo, je pense que ce sera Bertrand Cantat. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.